La magie est un art qui joue fondamentalement sur les principes de la création, pour les modifier, les tordre ou les briser. Les principes ordinairement concernés par ces altérations sont l'esprit, la matière, l'espace et le temps. Mais il en est un particulier au regard de la nature des autres, l'âme. Modifier, tordre ou briser une âme a longtemps été un interdit voulu et imposé par Tanit à la déesse de la magie. Trop fragile, trop précieuse et trop convoitée, les âmes devaient entrer indemnes dans les limbes pour participer au plan ourdi par le Panthéon contre le néant. Dans cette conjoncture, la magie fut écartée de ce domaine, une décision divine qui survécut 500 ans avant de céder face aux événements. Les 2000 ans que durèrent la première création, les elfes ignorèrent tout de la nécromancie. En effet, leurs âmes n'étaient pas mortelles, les limbes, tout comme le voile, n'existaient pas encore, et personne n'avait entendu parler de Hoth. Il fallut l'exil des elfes, la venue des hommes, et la création des âmes mortelles, pour qu'apparaisse enfin la possibilité pour la magie de développer un nouveau terrain de jeu. Puisque les âmes mortelles étaient avant tout une création magique, initiée par Naosi elle-même, elles étaient naturellement réceptives à la magie. Nul ne sait si la déesse planifiait déjà ce qui allait devenir la nécromancie, mais ses espoirs furent étouffés par le veto que la mère des dieux posa dessus. Seul Hoth pouvait régner sur les âmes mortelles, et rien ne devait altérer le cycle de la vie et de la mort, encore moins un dieu du Panthéon. Pendant 500 ans donc, la nécromancie fut une simple théorie du trône de la magie, une hypothèse fantasmée et jamais réalisée, jusqu'au jour fatidique où elle devint réalité. Pendant ces 5 siècles, l'humanité fut principalement occupée à survivre à l'ère des glaces, période pendant laquelle elle découvrit que le principal danger auquel elle devait faire face n'était pas extérieur mais intérieur. Les 8 tribus humaines s'affrontèrent en de nombreux lieux pour la possession de ressources indispensables à leur survie et de territoires les plus hospitaliers. Des rancœurs et des jalousies, favorisées par l'imperfection calculée des âmes mortelles, conduisirent l'humanité dans une légion de conflits pour le plus grand plaisir de Balakor, qui orchestrait ceci d'une main de maître. Mais aux alentours de l'an 500, l'ère des glaces étant achevée depuis plusieurs générations, le climat plus clément aiguisa les appétits de revanche et multiplia les possibilités stratégiques. L'Ouest plongea dans une guerre fratricide entre les hordes du chef barbare Gaën et celles de son lointain cousin Roas, tandis que l'Est assistait aux sombres heures où les légions macabres de Grêle tentaient de dévorer purement et simplement les tribus libres, défendues par Kouros le Conquérant, et que les premiers ogres apparaissaient sous la volonté de faire de Vermintor l'un des premiers dragons, connu pour avoir pactisé avec les premiers démons et avoir abusé de l'art interdit de la magie du sang. Dans le tourbillon de carnage qui s'ensuivit, la seconde création connut sa première véritable épreuve, appelée la mort rampante. Le dieu de la guerre, absorbé par l'échiquier géant étalé sous ses yeux, ne faisait à l'époque aucun cas des victimes que les combats laissaient derrière eux. Pour la première fois depuis la création, les limbes eurent du mal à endiguer le flot d'âmes qui se pressaient contre le voile. C'est suite à cette époque qu'est apparu le céleste exalté du trône de la mort Liberius, qui veille sur leur passage. Mais en 536, il n'était pas présent pour mettre bon ordre, et l'inévitable survint, les âmes abandonnées retournèrent hanter les vivants. Les morts se relevèrent spontanément des charniers, et les esprits torturés poursuivirent leurs meurtriers. Le monde se changea en un indescriptible chaos. Et les morts générant de nouveaux morts, le flot d'âmes atteint un point si critique que les seigneurs du vide crurent en leur victoire. La création, sous leurs yeux, allait s'étouffer d'elle-même sous le poids de sa propre ambition. Alors, Naosi proposa une solution. Laisser la magie approcher les âmes pour les calmer, les contraindre, les retenir, le temps que la situation s'arrange. De son côté, Balakor prenait enfin conscience de la nécessité de prendre en compte le devenir des vaincus. Un paramètre jusque-là absent de ses calculs
habitué qu'il était aux âmes immortelles. Mais le temps de mettre au pas ses nombreux fidèles, l'humanité devait se munir de nouvelles aptitudes pour faire face, et ce fut la nécromancie. Un homme sage et compétent fut choisi pour ses connaissances médicales, Eranis. Druide de son état, il connaissait déjà les bienfaits des plantes et le corps humain. Il reçut l'aval de Doëla, qui loua sa sagesse, d'Azarine, dont il était l'un des serviteurs, et de Naosi, qui le jugea ouvert et inventif. Et enfin de Tanit, car sa nature profonde aspirait au retour à la normale par tous les moyens à sa portée. Ainsi, Eranis fut le premier mortel capable de soigner ses pairs à l'aide de prières jusque-là jamais vues, de faire repousser des membres, et dans certains cas, dit-on, de ramener les morts à la vie. Il inaugura la naissance de la nécromancie blanche. Lui et ses disciples s'avérèrent également capables de calmer les esprits torturés et même de les faire fuir. Eranis se tint aux côtés de Gaën en personne, et ses talents permirent à son peuple de devenir le fer de lance de l'éradication de la mort rampante. Volant de victoire en victoire, le chef barbare, lui, se rêva en maître incontesté des survivants, convaincu de sa propre invincibilité. Aussi, après 9 années de guerre et une fois le désastre évité, Eranis se retira, épuisé, mais Gaën n'arrêta pas ses conquêtes, et parvint même à dévoyer certains disciples du premier nécromancien pour assurer à ses troupes les meilleurs soins. Pendant 3 ans, Eranis tente de réparer le mal en pourchassant ses propres disciples l'ayant trahi, en vain. Écœuré par l'avidité humaine, il quitte le monde en s'enfonçant dans les profondeurs. Des décennies plus tard, il deviendra Eranicus, puissance de la pourriture, de la décomposition et des maladies, la seule puissance connue à mi-chemin entre le trône de la nature et celui de la mort. Azarine lui taillera un domaine sur mesure dans les profondeurs, et il incarnera la menace venue d'en bas quand les mortels ne prennent pas soin de leur mort. Mais pour ceux qui sont encore à la surface, le mal est fait. Les initiés savent désormais comment soigner par magie les corps meurtris, à travers les prières, et les premiers mages ne sont pas dupes. Si les prières le permettent, la magie ordinaire doit aussi pouvoir s'en mêler. Et les choses étant ce qu'elles sont, l'apparition d'une puissance de la nécromancie s'avère indispensable. Après moult discussions, Hoth accepte, à la condition que l'entité soit sous son autorité et vive à ses côtés dans les limbes. Naosi lui fournit un de ses serviteurs les plus capables, et ainsi apparaît Caeren, la première puissance de la nécromancie. Hélas pour le trône de la mort, Caeren est avant tout fidèle à la déesse de la magie. Et elle profite de sa position privilégiée pour examiner et comprendre les limbes de l'intérieur. Les siècles de théories sur le potentiel de la nécromancie sont enfin vérifiables par quelqu'un qui n'a aucune limite morale. Caeren joue son double jeu à la perfection pendant à peu près un siècle, s'attirant au passage l'inimitié de toutes les autres puissances de la mort, auprès desquelles elle se sert en âme pour ses propres expériences. Hélas pour elle, l'oiseau noir est loin d'être dupe, mais la laisse agir quand même, jusqu'aux environs de l'an 600, où elle se débrouille pour communiquer le fruit de ses découvertes à un mortel extraordinaire, protégé du trône de la magie, un sorcier du nom de Xandersai, à la tête de l'une des plus puissantes familles de mages de l'empire de Théis. Fasciné par ce qu'il reçoit, Xander, qui dispose d'une fortune immense et de privilèges colossaux, dédie sa vie entière à comprendre les connaissances qu'il a reçues. Il meurt hélas de vieillesse avant d'y parvenir, mais son fils Umbrasyl achève son œuvre en devenant la première liche au monde. L'empire de Théis étant culturellement et physiquement coupé du reste du monde, la nécromancie dite noire s'y développa, mais n'en déborda que 100 ans plus tard. C'est aux environs de l'an 800 que la nécromancie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui traversa les frontières et se répandit peu à peu, poussée par la volonté de ses créateurs d'être les dirigeants omnipotents d'un nouveau courant de magie à la puissance inégalée.
l'art nécromantique percuta de plein fouet les idéaux culturels voisins, trouvant des adeptes inconditionnels et de farouches opposants, jusqu'au point d'orgue 500 ans plus tard, quand les fondements même du clergé de la mort furent ébranlés, et qu'un prêtre adulé, du nom de Baal l'Éternel, touche du doigt l'immortalité véritable de son âme, et donne lieu à la plus grande croisade religieuse contre lui, afin que ceci n'advienne pas. De cette époque date l'apparition d'Immortus, d'abord puissance obscure de l'immortalité, et aujourd'hui nouvelle puissance majeure de la nécromancie. Car c'est bien de cette époque également que la perfidie de Kaeren et ses manipulations au sein du trône de la mort furent éventées. Certains théorisent que l'oiseau noir planifiait depuis longtemps son remplacement, attendant non seulement un faux pas de sa part, mais aussi l'arrivée d'une entité capable d'assumer une telle place. En tout cas, la croisade écarlate lui procura les deux. De ce moment, Kaeren comprit qu'elle était allée trop loin, bien que le trône de la magie lui en soit vraiment reconnaissant. Mais en tant que puissance de la mort, mort vivante elle-même et demeurant dans les limbes, impossible pour elle de se soustraire à la volonté de l'oiseau noir. Quand Naosi, quelques siècles plus tard, quitta le Panthéon pour faire cavalier seul, Hoth destitua aussitôt Kaeren de son statut et offrit la place à Immortus. L'ancienne puissance est à ce jour encore conservée dans les limbes par le trône de la mort, qui refuse systématiquement les requêtes du trône de la magie de la restituer en raison des connaissances qu'elle a acquises. Du point de vue des mortels, la nécromancie est une pratique perçue différemment en fonction des cultures. De plus, son paradoxe d'être à la fois source de guérison et de douleur, de paix et de trouble, aide à semer le doute dans les esprits les plus savants. Quiconque a eu affaire à des morts vivants sait à quel point la nécromancie peut être utile. Quiconque a perdu un bras, ou même la vue, aura pu apprécier le pouvoir de régénération. Le fait que les prêtres d'Immortus soient eux-mêmes nécromanciens abonde l'idée qu'il faut accepter ce que même la mort a fini par accepter. Pour autant, de nombreuses cultures préfèrent condamner la nécromancie, ou espèrent profiter des bienfaits de celle-ci en évitant les inconvénients. Un équilibre délicat à trouver. Le clergé de la mort dans son ensemble lutte contre les nécromanciens irrespectueux, mais peine lui-même à définir cet équilibre en son propre sein. Surtout depuis l'avènement d'Immortus. C'est sans doute là l'œuvre de toute une génération, ou deux, et source de nombreux conflits à venir.